Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le lundi 3 mars, le mardi, voilà, 3 mars 2026 et vous faites bien de nous accorder votre fidélité et votre attention sur cette émission Bonjour le Bénin. Mesdames et messieurs, depuis 2016, un homme s'est évertué à analyser et à scruter la gouvernance du président Patrice Talon. Il en a fait un livre. Analyse, critique, proposition, vision, il sera notre invité dans cette émission pour nous parler de ses motivations et surtout de comment est-ce qu'il a perçu pendant 10 ans la gouvernance dite de la rupture. Au-delà de toute politique, nous aurons le portrait d'une femme dans cette émission. Le mois de mars oblige. Ghislaine Adimi va nous présenter donc le portrait d'une dame qui fait son petit bonhomme de chemin et qui impacte les autres. Et parlant toujours de femmes, mesdames, messieurs, est-ce que vous savez que la santé de la femme est importante? Quand parfois la femme se retrouve sous pression, son mental peut vaciller. Dans ces conditions, comment est-ce qu'il faut gérer les situations? Christelle Tongodo va nous en parler dans la rubrique Instant Santé. Mesdames, messieurs, ce sera un peu l'ossature de cette émission d'aujourd'hui. Et vous le savez, l'acte 1 de Bonjour le Bénin, c'est bel et bien l'information. Et elle nous est servie ce matin par Génial Afouda Monsi Agboka. Mesdames, Messieurs, bonjour. Elle incarne désormais au Bénin l'image de la femme leader affirmée et confirmée. Mariam Thiaby-Tallata Zimé-Yerima, actuelle vice-présidente du Bénin, s'est imposée à travers un parcours atypique qui vaut respect et admiration, et ce largement au-delà des frontières béninoises. Dans le reportage que vous allez suivre, Ghislaine Bamidele Adimi nous emmène arpenter quelques jalons du parcours de cette brave femme depuis sa carrière d'enseignante de philosophie aux hautes sphères de la politique. On regarde ensemble. Discrète mais influente. Sur le terrain comme sur les réseaux sociaux, ses apparitions sont mesurées et derrière des messages forts d'engagement. Depuis plusieurs mois, la vice-présidente du Bénin, Mariam Thiaby-Tallata Zimé-Yerima, assume l'image d'une femme d'État active entre diplomatie, rencontres institutionnelles et promotion des valeurs républicaines. Première femme à occuper la vice-présidence du Bénin depuis 2021, Mariam Tallata Zimé-Yerima incarne une trajectoire singulière dans la vie politique nationale. Ancienne enseignante et inspectrice de l'éducation, elle a progressivement gravi les échelons de l'administration et de la politique avant d'accéder au second poste de l'exécutif aux côtés du chef de l'État, Patrice Talon. Sur ces plateformes numériques sont mises en lumière ses activités officielles, participation à des conférences internationales, représentation du chef de l'État, rencontres avec des partenaires et initiatives liées à l'éducation, au développement et à la coopération. Une communication qui vise à rapprocher l'action gouvernementale des citoyens et à valoriser l'image du Bénin sur la scène internationale. Ces derniers mois, son nom revient également dans les discussions politiques autour de l'échéance présidentielle d'avril 2026. Les principaux partis de la majorité présidentielle l'ont désigné pour accompagner le candidat Romuald Wadani, signe de la stature qu'elle a acquise et de la confiance qu'elle inspire dans le paysage politique national. Au-delà de la politique, Mariam Tallata incarne le leadership d'une femme engagée pour l'éducation et la promotion des femmes, cause qu'elle porte depuis ses années d'enseignement et dans ses prises de parole publiques. Entre influence institutionnelle et présence digitale maîtrisée, Mariam Thiaby-Tallata Zimé-Yerima construit progressivement une image, celle d'une femme d'État posée et structurée sur des convictions. Une image qui va sans doute compter au prochain chapitre politique du Bénin. À quelques semaines du scrutin présidentiel, les acteurs de la filière de l'élevage donnent de la voix pour attirer l'attention sur leur univers. Entre difficultés quotidiennes et espoir de changement, qu'attendent-ils concrètement du prochain président de la République? Sotiré Michel Dacou et Michael Noati en ont rencontré quelques-uns. Dans quelques semaines, les Béninois iront aux urnes pour choisir le prochain président.
Parmi les thèmes de campagne, il y aura l'agriculture de façon générale, mais l'élevage de façon spécifique. Si au Bénin, le secteur de l'élevage a connu de profondes mutations ces 10 dernières années, les acteurs du domaine placent encore de nombreux espoirs dans le prochain président de la République. C'est leur quotidien. Loin des tambours et trompettes, ces producteurs de richesses s'attellent à faire de l'autosuffisance en protéines animales une réalité au Bénin. À chaque type d'élevage, son lot de difficultés certes, mais tous s'accordent à reconnaître que les lignes ont bougé. Dans cette ferme où se pratique l'agriculture intégrée, c'est plutôt la bonne gouvernance qui est saluée. Vous auriez constaté qu'il y a beaucoup de projets qui sont maintenant sur le terrain et que si on fait appel à candidature, quand les conditions sont remplies, je crois que tu es d'office sélectionné. À tout ceci s'ajoute la mise à niveau des éleveurs et la migration vers la sédentarisation en ce qui concerne les gros ruminants. Des progrès, oui, mais les éleveurs attendent encore beaucoup du prochain locataire de la marina. Nous avons un problème de foncier qui se pose. Nous avons besoin de l'eau. Nous avons besoin de l'accessibilité de la matière première qui nous permet de produire nos aliments bétail. Nous avons besoin de beaucoup de médicaments pour la prophylaxie, pour les soins sanitaires de nos animaux. Nous avons le problème par exemple du vaccin VHB qui coûte excessivement cher et qui est rare encore. Côté aviculteur, par exemple, la mesure portant interdiction d'importation des œufs de table et abats de volaille reste une préoccupation majeure. Nous souhaiterions que le prochain gouvernement puisse tenir compte de ce qui avait été annoncé et prenne les mesures idoines pour mettre un terme à ces importations. Il faudrait que le Bénin également devienne autonome en matière de production de poussins d'un jour et qu'on valorise également nos races locales que nous avons. Alors que le Bénin s'apprête à avoir un nouveau président, les porciculteurs donnent également de la voix. Le côté porc, la race améliorée, l'importation de semences, la dotation aux éleveurs de ces races améliorées pour qu'ils aient un noyau, un géniteur approprié, leur faciliter la mise en place des infrastructures capables. Je veux parler des bâtiments de niveau exceptionnel pour faire barrière à la peste porcine. Au Bénin, l'élevage représente un pilier socio-économique majeur, contribuant pour environ 13% du PIB agricole. Les éleveurs espèrent des actions beaucoup plus fortes de la part du prochain président de la République. Toujours en prélude au scrutin du 12 avril prochain, les journalistes se préparent. À Cotonou, ils aiguisent leur métier et leur art à une couverture médiatique honorable. Une formation initiée par la HAC. Le point, ce sera avec Christelle Tongodo. À quelques semaines de la présidentielle d'avril 2026, le rôle des médias s'annonce déterminant dans l'information des citoyens, d'où la nécessité pour les professionnels des médias de se rappeler les règles élémentaires qui régissent la profession, surtout en période électorale. À Cotonou, journalistes, spécialistes du droit et des questions électorales se retrouvent autour d'une formation consacrée à la couverture médiatique des élections générales de 2026. Pendant plusieurs jours, les participants revisitent les principes fondamentaux du journalisme, mais aussi les exigences légales qui doivent guider le traitement de l'information en période électorale. Il s'agit de garantir aux citoyens une information fiable, vérifiée, pluraliste et accessible, afin qu'ils puissent exercer leur droit de vote en toute connaissance de cause. Cette formation itinérante est initiée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et se déroule du 2 au 5 mars 2026. On parle protection sociale dans ce bulletin. Cette bouée de sauvetage précieuse face aux aléas de la vie était au cœur des débats du Forum national du Conseil économique et social. Panier citoyen et bien-être, c'est la problématique clé autour de laquelle ont fusé des réflexions sur le fonctionnement, le financement et l'importance de la protection sociale. Bernard Djogbe et Hilaire Kodjo nous proposent d'en saisir la portée à travers cet élément. Dans
les rues animées de Cotonou, une femme avance, le regard chargé de courage, mais les poches vides de garantie. Je suis revendeuse de savon coton à Djara. Je sors à 10h comme ça et je me retourne à 19h. Elle est mère, citoyenne, mais sans filet de protection sociale. Son quotidien devient le miroir d'une préoccupation nationale. Comment assurer santé, sécurité et dignité à chaque citoyen, quel que soit son statut. Si la Caisse nationale de sécurité sociale protège les travailleurs formels contre les risques professionnels et assure des prestations familiales, l'Agence nationale de protection sociale, quant à elle, coordonne les politiques pour inclure les plus vulnérables. Avec son programme H, assurance maladie, formation, microcrédit et pension vieillesse, la couverture s'étend aux travailleurs informels et aux populations rurales, bientôt sur l'ensemble du territoire. Ensemble, CNSS, ANPS et H dessinent une protection sociale inclusive où chaque citoyen, quel que soit son statut, accède à la santé, à la sécurité et à la dignité. Nous devons retenir qu'il y a des compagnies en place qui ont des produits qui vont jusqu'à permettre à un artisan de préparer sa retraite, d'avoir une protection en cas de difficulté après, qui pourra faire recours à son contrat d'assurance pour pouvoir se relever. Des prises en charge pour nous. La voix de cette femme devient celle de milliers d'autres. Son besoin de soins, son désir de dignité, son droit à la sécurité résonnent comme un appel. Protéger un citoyen, c'est protéger la nation entière. Intéressons-nous à présent à cette initiative qui valorise les talents, fait la promotion du local et s'inscrit désormais dans l'agenda des événements socio-économiques du Bénin. L'apéro des artisans, une initiative qui se déploie au cœur de Cotonou, interpelle les regards et suscite la curiosité. Jacob Tocho-Edo, Hilaire Kodjo. Nous avons l'impression que certains de nos produits sont des produits de village, mais en réalité, ce sont des produits qui sont très bons pour notre santé, qui sont très bons pour notre économie. Donc, on a voulu les faire sortir et montrer qu'ils ne sont pas du village. Les passants s'arrêtent, intrigués par cette exposition hors du commun. La rue devient vitrine, l'instant se transforme en découverte. L'objectif, c'est de rencontrer nos artisans, c'est de rencontrer cette force créative, ces artisans qui utilisent leur talent, leur créativité, de l'innovation pour nous proposer des produits différents à base de nos ingrédients locaux. Donc la population est invitée à venir gratuitement. L'objectif pour nous, c'est de contribuer petit à petit à les faire connaître et à valoriser le savoir-faire béninois. Curiosité, dégustation, admiration. Les visiteurs se laissent séduire par la diversité des produits et des articles. Shop plus pour le consommant local. Et Couleur d'Afrique s'inscrit dans ce cadre, raison pour laquelle je suis là ce soir. Chaque stand raconte une histoire. Chaque artisan partage un savoir-faire. Le message que je suis venu passer, ça porte sur la connaissance. Et quand je parle de la connaissance, ce n'est pas seulement la connaissance académique, mais c'est plutôt la connaissance de soi, la connaissance de ses racines et la connaissance en tant que savoir. L'apéro des artisans de Couleur d'Afrique, c'est plus qu'une exposition. Une invitation à la rencontre, à la curiosité et à l'appréciation de la richesse locale. Les forces armées béninoises dans la lutte contre le terrorisme au nord du pays optent désormais pour une approche holistique. Par des actions qui impactent durablement les populations, elles témoignent aux citoyens leur utilité et proximité protectrice par des actions civiles. Ghislain Pouguet pour les détails.
Les armées béninoises entretiennent leurs liens avec les habitants du département de la Takora. Elles viennent de mettre à la disposition des populations de Kéru et de Kwandé des infrastructures socio-communautaires à Makrou, Nyenkene et Peket. Ce sont des forages modernes pour l'eau potable. Dans la commune de Peunko, le collège d'enseignement général bénéficie d'un module de 3 salles de classe. Ces infrastructures symbolisent également un pont entre l'armée et la nation. Elles témoignent d'un dialogue constructif et fécond fondé sur l'écoute, la collaboration et la proximité. Les armées béninoises accordent du prix aux liens armée-nation. Les soldats sont au sein de la population et entretiennent avec elle des rapports de collaboration, de confiance et d'entraide. Ils produisent avec la population la sécurité. Ils savent que la paix et la sécurité se construisent dans le temps. La sécurité durable ne se décrète pas. Elle ne s'impose pas. Elle se construit avec les populations et pour les populations. Les infrastructures réalisées ici répondent directement aux priorités exprimées par vous-même lors des consultations communautaires. Elles sont l'expression tangible de cette coopération. À Tangueta, à Materi et Kobli, 5 forages sont restaurés et un construit pour le centre de santé de la localité. Kusega, Baon et Kwariyama ont bénéficié de la réhabilitation de leurs écoles primaires à Materi à la faveur d'une campagne vétérinaire gratuite. Plus de 800 têtes de bétail sont traitées. Gratuite aussi, une campagne médicale à Tayakou qui a soigné 1740 personnes dans le DKP, c'est-à-dire Kéru, Kwandé et Peunko. 2 forages sont réalisés avec château d'eau et 5 sont réhabilités. 2 modules de 3 classes sont construits et 400 tables bancs sont livrés aux établissements de la localité. Une grande campagne médicale est organisée à Kéru les 12 et 13 décembre 2025. 2033 personnes consultées, médicaments et soins offerts à titre gracieux. Toutes ces actions sont effectuées par le comité civilo-militaire mis en place par la cellule civilo-militaire dans le cadre de l'opération Mirador. Ce comité civilo-militaire, c'est une plateforme de discussion. Les infrastructures livrées aux populations n'ont pas été décidées directement par les forces armées béninoises. Il y a d'abord eu un engagement communautaire où les populations ont exprimé leurs besoins. Des actions qui rapprochent davantage le soldat du citoyen dans cette région où le pays fait face au terrorisme avec énergie. L'Église protestante méthodiste du Bénin a organisé son synode extraordinaire pour le compte de l'année 2026. Yves Patrick Loco et Calvado Avrano nous font écho des décisions prises au cours de cette rencontre suivante. Après une semaine d'intenses travaux, l'Église protestante méthodiste du Bénin amorce une nouvelle étape de son histoire. Les résolutions prises marquent une volonté claire, se conformer aux normes de l'Église mère et renforcer l'unité de la communauté. Ce qui est important, c'est que notre Église n'a pas changé de nom. Elle s'appelle Église protestante méthodiste du Bénin, regroupée toujours en région synodale, secteur et église locale. Un moment fort, empreint de ferveur et de solennité au cœur de cette célébration. De nouveaux pasteurs ont été consacrés. Ils sont 26, détenteurs de certificats, de baccalauréat ou de licence en théologie. Sois un fidèle dispensateur de la parole de Dieu des saints sacrements. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans la prédication du révérend docteur Désiré Kessou, l'appel est clair. Ces serviteurs sont envoyés en mission pour gagner des âmes et porter la lumière de l'Église dans toutes les régions du pays. Que chacun pour sa part recherche la nouvelle naissance de manière à être en mouvement pour Christ et sur les pas de John Wesley. L'autre temps fort du culte de clôture du synode biennal, des scouts adultes récompensés pour les services rendus aux scouts unionistes. Des fidèles de l'Église ont également reçu des certificats de reconnaissance. On descend tout doucement, mais d'abord le point des marchés ouverts du jour, c'est parti. Merci, Génial, et bonne journée à vous. À vous aussi. Merci. Mesdames, Messieurs, voilà, c'était là donc le bulletin d'information. Cap est mis désormais sur Instant Politique, dont voici le tapis. Depuis 2016, il s'est donné pour mission d'analyser, de scruter
le système de gouvernance dénommé la rupture. Il a suivi le président Patrice Talon dans sa manière de gérer le pays, ses propositions, ses stratégies et aussi ses résultats. Au-delà de tous les résultats, il pourrait y avoir des propositions. C'est ce à quoi s'est essayé donc l'écrivain du jour, notre invité, M. Mathieu Akpo Adianou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Vous vous êtes essayé à analyser la gouvernance dite de la rupture. Pourquoi? Merci. Bonjour aux amis téléspectateurs et téléspectatrices de Bénin TV. Mais il faut dire que la petite histoire, ça remonte en 2016. Parce qu'en 2016, je me suis aperçu que le Bénin allait assister à une rupture avant même qu'elle ne soit annoncée comme on l'a vécu pendant les 10 ans. C'est-à-dire que vous allez constater que depuis le renouveau démocratique, nous avons quand même constaté sur la scène politique, publique, le fait que certains technocrates se sont intéressés à la gestion de la chose publique. En 1991, vous avez vu l'avènement du président Nicéphore Soglo, et ça, sans doute, on voit le profil d'un homme qui peut quand même apporter quelque chose pour son pays. Mais vous aurez constaté que 5 ans après, l'élan s'est estompé parce que ceux-là même qui ont souhaité qu'il prenne les rênes de ce pays n'ont plus voulu que l'aventure se poursuive. Et là, on a constaté donc le retour aux affaires du général Mathieu Kérékou, paix à son âme. Et 10 ans après, il y avait une soif de retourner encore vers ces technocrates et on a fait appel au président Boniaï. Et vous aurez constaté que pendant ces 10 ans, la gestion politique, économique et autres, ça n'a pas été facile parce que sur son chemin, il y a eu beaucoup de difficultés. Alors, 2016, il y a une nouvelle donne. Là, nous n'avons pas affaire aux technocrates, mais nous constatons que des hommes d'affaires surgissent, font irruption sur la scène politique. Et quand nous parlons d'hommes d'affaires, nous en avons deux en ce temps. Nous avons le candidat Patrice Talon et nous avons le candidat Sébastien Adjavon. Et vous aurez constaté qu'après le premier tour, ces deux hommes d'affaires ont su s'accaparer près de 70% de l'électorat béninois. Cela est beaucoup significatif dans un pays de droit et de démocratie. Alors moi, je me suis dit, puisque au thème de cette élection, c'est le candidat Talon qui a remporté, c'est un homme d'affaires qui n'était pas connu par les populations à la base, qui fait irruption sur la scène politique, bien qu'on entend dire qu'il avait des accointances avec des hommes politiques, mais qu'un opérateur économique s'intéresse à la chose publique et vienne jusqu'au sommet de l'État, je me suis dit, il faut suivre ça de très près. Et la gouvernance de cet homme, j'ai un peu suivi de bout en bout et je le restitue dans cet ouvrage. Alors, dans cet ouvrage, le Bénin à l'épreuve de la rupture, qu'est-ce qui ressort de votre analyse? 3 choses. D'abord, vous aurez constaté que dans le chapitre introductif, j'ai essayé de parler de la campagne de l'homme. Parce que je l'ai annoncé, ce n'était pas quelqu'un connu sur la scène publique. En tout cas, pour nous qui étions encore un peu jeunes et qui suivons de très près l'actualité politique, on ne le connaissait pas. Alors, vous aurez constaté qu'il a mis en place un bon plan de campagne, assisté de l'actuel président de l'Assemblée nationale, M. Joseph Diogbenou, parce qu'il fallait rallier tous les citoyens à sa cause. Mais ce qui est intéressant dans cette campagne, contrairement à ce qu'on a vu dans le passé, c'est une campagne qui a été très bien ciblée, de proximité. Et le candidat était très attaché à son projet de société qui était le nouveau départ. Et ça, je dis que c'est une offre politique qu'il faut quand même prendre au sérieux. Parce que quand vous aspirez à gérer la chose publique, il faudrait que vous vous attardez d'abord sur ce que vous voulez offrir, ce que vous voulez apporter comme nouveau. Et là, j'ai vu quelqu'un qui ne s'est pas trop intéressé à ses adversaires politiques, mais qui est resté focus sur son projet de société. Je le dis parce que c'est important pour moi. Il faut que les hommes politiques puissent offrir quelque chose de nouveau à leurs concitoyens quand ils veulent penser à la gestion de la chose publique. La deuxième chose, c'est la gouvernance proprement dite. Vous savez que c'est l'un des problèmes que nous avons en Afrique. Nous avons un sérieux problème de gouvernance. Quand vous regardez dans tous les pays d'Afrique, vous prenez les 2 tiers, nous avons sérieusement des problèmes de gouvernance. Alors cette gouvernance, pour moi, je trouve, et ça c'est une analyse personnelle, je ne dis pas qu'elle est la meilleure de nos temps, mais je dis qu'on sent un effort de l'homme d'État de pouvoir s'intéresser de plus en plus à qu'est-ce qu'il faut faire pour soulager les peines des populations. C'est-à-dire, ce n'est pas l'idéal pour lui, ce n'est pas tout de suite d'impacter le citoyen qu'il a en face de lui, mais c'est de poser un bon diagnostic, de chercher des solutions, même si elles peuvent être coûteuses pour les concitoyens, mais la finalité, c'est que dans le temps, on puisse se dire, waouh, ça a eu des impacts. Donc, je parle de cette gouvernance à travers d'ailleurs
disons, la mise en place de son équipe gouvernementale, vous aurez constaté que j'ai fait un peu un zoom pour dire en arrière, dans le passé, vous aurez constaté que l'équipe gouvernementale, c'est bien élargi parce que justement, on cherche à récompenser d'une manière ou d'une autre ceux-là qui nous ont aidés à céder au pouvoir. Parce que la floraison des partis politiques fait que l'homme d'État est un peu, littéralement parlant, un peu enchaîné. Parce que quand les gens vous ont aidé à aller à ce niveau de responsabilité, ils se retrouvent entre les partis politiques. Voilà, et puis chacun cherche quand même à avoir sa part du gâteau. Et vous aurez constaté que pour cette fois-ci, et d'ailleurs même dans la suite des événements, c'est l'avènement des blocs politiques. C'est-à-dire que faire en sorte que l'homme qui est élu par le citoyen, par les populations, ait les coups de franche, les reins solides pour conduire son action jusqu'au bout. On dirait que le président Patrice Talon a eu évidemment les coudées franches pour dérouler son programme de gouvernance et une métamorphose s'observe au niveau des infrastructures, par exemple. Mais dans votre ouvrage, vous estimez que cela ne suffit pas pour parler de développement. Que faut-il d'autre? Avant d'y arriver, il faut quand même dire que, oui, effectivement, vous savez, quand vous avez un enfant à la maison qui a une volonté de travail et qui a une manière de le faire, c'est-à-dire qu'il s'organise dans le temps, ça, c'est un soulagement déjà pour vous. Et après, les résultats, ça suit. Donc, moi, je ne m'attarde même pas sur le bilan parce que je trouve que la forme de gouvernance qui est débarrassée de tout ce qui est culte de personnalité, on voit des gens très concentrés sur le travail, ça ne peut que donner des résultats probants. Et là, nous aurons le temps de le constater avec le temps. Mais pour revenir à votre question, écoutez, les infrastructures, ça, on en voit un peu partout dans le pays. C'est un fait, c'est factuel. Mais plus loin, moi, je ne m'attarde même pas sur ça parce que je parle même de l'homme. Quand je dis que ça ne suffit pas, au fait, c'est pour même faire une ouverture sur Bénin Vision 2060. En fait, c'est pour dire que hier, nous avons parlé de nouveaux départs. Mais avec le temps, le régime en place a trouvé qu'il ne faut plus trop s'accrocher à l'idée d'un seul homme, mais à la pensée collective. D'où Bénin Vision 2060, qui vient disons, des aspirations des uns et des autres. Alors, je trouve que dans Bénin Vision 2060, on insiste sur le fait que le citoyen béninois doit devenir l'acteur même de développement. Et comme Joseph Kizebo l'a dit, on ne développe pas, on se développe. Donc, il faut faire en sorte que, où que nous soyons journalistes, que nous soyons avocats, que nous soyons étudiants, que nous soyons élèves, que nous soyons enseignants, nous soyons fiers de notre nation et que nous œuvrions pour que cette nation puisse prospérer. Voilà donc ce que je veux dire en disant qu'on peut construire des infrastructures, de belles infrastructures, la digitalisation, tout ça, c'est un acquis indubitable, mais plus loin encore, le citoyen doit s'approprier la notion de développement. Quand j'ai reçu votre ouvrage, dans la préparation de cette émission, il y a une phrase qui a retenu mon attention. Vous dites que malgré tout ceci, le Bénin peine quand même à amorcer le développement. Quels sont les éléments clés, les outils fondamentaux qui vous permettent de faire une telle affirmation? Merci pour la question. Et ça, on s'inscrit dans la dynamique de Bénin Vision 2060. Quand vous lisez ce document stratégique, les experts ont fait un travail en posant le diagnostic. On se rend compte que depuis 1991, je peux vous dire, jusqu'à l'instant où nous faisons cette émission, vous êtes un dirigeant, vous êtes un homme d'État, vous voulez impulser le développement, mais vous avez en face de vous des résistances. Et on se pose la question de savoir, mais pourquoi tant de résistance lorsqu'on voit quand même qu'on veut aller un peu plus loin? Et donc, pour moi, je me dis, 91, j'ai donné l'exemple du président Nicéphore Soklo. Je peux dire que jusqu'à nos jours, il y a des citoyens qui regrettent quand même le départ de cet intellectuel qui, quand même, avait tout ce qu'il faut pour amorcer ce développement en 91. Après, il faut laisser le système démocratique continuer et respecter le choix du peuple. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est un... Mais écoutez, là encore, vous avez vu les difficultés connues par le régime du changement, le régime du président Boni Yayi, l'ancien président de la République. Vous avez vu que pour l'élection de 2006, 2 ans seulement après cette élection, c'est toute la classe politique qui l'a supporté au premier tour, à cette élection, disons, qui s'est, disons, rebellée littéralement contre lui. Et ça nous a conduit jusqu'en 2011, où nous avons assisté à ce chaos. C'est pour vous dire que parfois, ce sont les partis politiques qui constituent même les obstacles aux dirigeants qui veulent mettre en action leur projet de société. Alors pour moi, je trouve quand même qu'il faut davantage creuser pour dire qu'est-ce qui fait que nous, citoyens, nous, populations, nous, partis politiques, nous, hommes politiques, nous n'arrivons pas à nous concilier, à trouver un consensus pour amorcer véritablement le développement. Alors, si tout n'est pas rose dans le monde de la rupture, il y a forcément des alternatives et des propositions. Bien sûr. Et ça, c'est la deuxième partie de mon ouvrage.
Et je me réjouis que Bénin Vision 2060 s'inscrit dans cette logique, puisque moi j'ai commencé le travail un peu plus tôt, on peut le dire. Vous savez, je propose des alternatives. Et la première, c'est pour moi le fait que les populations n'ont pas besoin d'assister à des polémiques politiques. Il faut que les acteurs politiques puissent trouver toujours un consensus en ce qui concerne l'élaboration des lois électorales. Et là, je fais la proposition de ce qu'il faut que de plus en plus nos lois, non seulement soient votées à temps, mais soient promulguées, soient ventilées, de sorte que tout le monde puisse comprendre l'esprit de ces lois. Parce que ça crée parfois des polémiques. Et quand ça crée des polémiques, le citoyen à la base n'est plus en sécurité, on peut le dire ainsi. Deuxième chose, et là, pour la question de la stabilité politique, je trouve qu'il faut cultiver davantage le dialogue. Parce que sans le dialogue, on ne peut pas avancer. Et je dis, quand on parle du dialogue, ce n'est pas au sommet seulement de l'État. Il faut que ce soit une vertu, quelque chose qui se cultive déjà à la base. Dans nos établissements, dans nos écoles, dans nos universités, il faut qu'on ait des instances de dialogue, d'écoute, pour que le jeune d'aujourd'hui, quand il va aspirer à gérer la chose publique demain, puisse être suffisamment préparé à être capable d'écouter celui qui est en face de lui, même quand on ne se comprend pas. Ça, c'est important. Je mets aussi l'accent sur la question de nos langues. Vous savez, la rupture, c'est vrai, on a fait des efforts, mais moi, je trouve qu'il y a encore des choses à faire davantage. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, dans notre pays, nos langues continuent à faire objet de, je ne sais pas, excusez-moi le terme, de délaissement. Et je trouve quand même qu'aujourd'hui, il est temps qu'on puisse quand même manifester davantage cet intérêt national à nos langues, les cultiver, les développer et faciliter donc l'échange entre acteurs politiques et citoyens à la base, parce que tous les gouvernements ont toujours insisté sur le fait qu'il faut qu'enfin nos langues soient, disons, propulsées comme, disons, piliers de notre développement. Mais de plus en plus, on constate quand même que c'est délaissé. Et moi, je trouve que j'ai fait un long développement sur la question et je trouve qu'il est temps qu'on s'y attarde un peu plus. Alors, votre ouvrage, Le Bénin à l'épreuve de la rupture, certainement est destiné aux hommes politiques d'abord, mais quel est l'autre public qui doit pouvoir le lire? Aux hommes politiques, aux dirigeants, à vous. Merci. Et aussi, vous êtes des journalistes très talentueux, et aussi aux citoyens. Vous savez, quand on parle de démocratie à la base, c'est d'abord le peuple à la base. C'est le peuple qui détient le pouvoir. Il faut que ce peuple s'intéresse à ce qui se passe dans ce pays. Donc ce livre, c'est aussi une dédicace aux citoyens, aux étudiants, aux élèves, parce que ça retrace un peu ce que nous avons vécu pendant les 10 ans de la rupture, et ça fait des propositions alternatives pour que, ensemble, nous puissions avancer le chemin de notre développement. Si vous avez un mot de fin pour clôturer cet entretien, que direz-vous, M. Akpo Mathieu Adianou? Si j'ai un mot de fin, si vous permettez, je vais lire juste un extrait d'un grand démocrate qui s'appelle Robert Dalle, que je respecte beaucoup. Je partage cette pensée ce matin avec tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. Parce qu'il est imposé de façon progressive, le changement n'engendre pas de désastre insupportable. Les citoyens, les experts et les dirigeants tirent constamment la leçon de leurs erreurs, apportent à leurs actions les corrections nécessaires, modifient leur politique, etc. La progression peut paraître désespérément lente, mais pas à pas, on aboutit à ces changements profonds, voire à de véritables révolutions. Cette transformation progressive se fait pacifiquement et bénéficie d'une telle adhésion qu'elle a toutes les chances d'être durable. Et ça, c'est mon mot de fin. Merci beaucoup. Merci, M. Akpo Mathieu Adianou, d'être passé nous présenter votre livre et faire, disons, une petite virée dans son contenu et de nous faire découvrir un peu. Merci à vous. On vous souhaite beaucoup de courage et d'autres livres suivront certainement dans les Oui, certainement. Après le premier livre de 2016, présidentiel 2016 à qui confie le pouvoir, nous avons essayé encore un autre qui est intitulé « Le combat politique au Bénin, cadre de la fatidique présidentielle de 2011 », préfacé par le professeur Ibrahim Salami en 2019. Et ça, c'est le troisième. Le quatrième viendra incessamment. Allez, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était là donc notre invité dans Instant Politique qui parlait donc de la rupture analysée, vue, scrutée par lui, par ses réflexions. Pourquoi pas? Eh bien, mesdames, messieurs, ça va être, pourquoi pas, un pur bonheur de lire ce livre, de s'approprier l'histoire de notre pays, l'histoire récente, et pourquoi d'être des acteurs de l'histoire et du développement de notre nation. Nous sommes au poste et cela ne faillit jamais. Et voici une petite pause avec la complicité de toute la réalisation pour vous revenir dans un instant.
Comment consommer de façon sûre les fruits et légumes? Avant de manger des fruits ou des légumes crus, assure-toi de bien les laver avec de l'eau propre et un désinfectant comme Aquatab. Cela t'aidera à éliminer les impuretés et les microbes pour protéger ta santé et celle de ta famille. Bien laver tes fruits et légumes, c'est le premier pas pour les consommer en toute sécurité et éviter les maladies. Les fruits comme les bananes et les tomates se conservent à température ambiante. Bien conserver tes fruits et légumes, c'est garantir leur qualité et leur saveur. Consommer des fruits et légumes crus ou cuits, c'est une excellente habitude pour ta santé. Mais attention à la cuisson. Ne les fais pas cuire trop longtemps, car tu risques de perdre une partie de leurs vitamines et minéraux. Les légumes crus, comme les tomates et les oignons, sont délicieux et pleins de bienfaits pour ton corps. Manger des légumes crus ou légèrement cuits, c'est plein de vitalité. Prendre soin de la préparation et de la conservation des fruits et légumes, c'est prendre soin de toi, de ta famille et de ta santé à long terme. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Les épices, alliées de notre santé. Les épices, ce ne sont pas seulement des saveurs. Elles participent aussi à la protection de notre santé. Consommer régulièrement des épices, c'est faire du bien à son corps. Le curcuma, par exemple, est reconnu pour ses capacités à détoxiquer notre organisme et participe à son bon fonctionnement. Le gingembre, quant à lui, aide à la digestion et soutient les défenses naturelles du corps. Les substances contenues dans le gingembre aideront à améliorer le métabolisme. La cannelle peut contribuer à une meilleure régulation du sucre dans le sang, surtout lorsqu'elle est consommée avec modération. Le poivre noir, quant à lui, facilite la digestion et aide l'organisme à mieux utiliser certains nutriments. Qu'en est-il alors de l'ail et de l'oignon? Ils sont largement utilisés dans notre alimentation traditionnelle. Ils participent à la protection du cœur, aident à lutter contre certaines infections et renforcent l'immunité. Comment alors bien utiliser les épices? D'abord, les consommer crus ou légèrement cuites et puis éviter les cuissons longues qui détruisent leurs bienfaits. En résumé, les épices ne servent pas seulement à relever le goût des plats, elles soutiennent la digestion, renforcent le corps et participent à une alimentation saine. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Le programme 20 000 logements sociaux et économiques est désormais une réalité. Il est enfin possible pour chaque Béninois ou non d'acquérir un logement moderne, adapté et abordable. Bien plus qu'un simple projet immobilier proposant des logements avec un séjour spacieux, 3 chambres confortables, une cuisine fonctionnelle et des sanitaires modernes, ce programme offre un véritable cadre de vie avec des pistes cyclables, des espaces verts, des aires de jeu pour le bonheur des plus jeunes et la convivialité entre familles. Tous les logements du programme sont conçus selon une typologie F4. Si vous êtes éligible, optez pour une villa sociale pratique et confortable avec un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine et une salle d'eau. Sinon, choisissez parmi l'un des 3 types d'appartements économiques avec toujours un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine, 2 salles d'eau, une buanderie et un balcon. Ou alors, notre top produit, une villa plus grande et plus spacieuse avec un séjour, 3 chambres dont une parentale avec salle d'eau attenante, une deuxième salle d'eau, une cuisine, une arrière-cour, une chambre de service et un garage. En location achat avec des mensualités étalées sur 25 ans selon le type de logement choisi, en achat au comptant ou en location simple pour appartements économiques. Les villas sociales sont exclusivement réservées aux fonctionnaires de l'État béninois sous condition d'éligibilité. Quant aux logements économiques, ils sont ouverts à tous sans distinction de nationalité. Fonctionnaires, salariés du secteur privé, artisans, agriculteurs, commerçants, professions libérales, retraités, béninois de la diaspora et bien d'autres encore.
Retenez bien, le programme 20 000 logements offre à toutes ces cibles résidant au Bénin ou de toute autre nationalité l'option privilégiée de la location achat sur une durée de 25 ans pour les logements économiques. Dès que vous êtes attributaire de votre logement, vous n'avez qu'à payer 1 mois de caution et votre première mensualité et vous recevrez vos clés. Payez ensuite vos mensualités avec possibilité de lever l'option d'achat à tout moment. Vous devenez ainsi propriétaire avec des mensualités à partir de 97 000 francs CFA pour un logement social. Pour tout savoir sur le programme, les logements disponibles, les conditions d'accès et les étapes pour devenir propriétaire, consultez la plateforme programmelogement.bj pour réserver votre logement en un clic. Le programme 20 000 logements, c'est l'assurance du confort moderne accessible à tous. La diversification alimentaire est essentielle pour la croissance et la santé de nos enfants. À partir de 6 mois, le lait maternel seul ne suffit plus. L'enfant a besoin d'une alimentation variée et équilibrée pour bien se développer. Ajoutez à son assiette des aliments locaux comme du mil, du maïs ou du riz pour l'énergie, du poisson, des œufs ou des haricots pour la force, des légumes verts et des fruits pour les vitamines. Une alimentation diversifiée aide l'enfant à grandir, à mieux apprendre et à résister aux maladies. Proposez des repas adaptés, riches en couleurs et en saveurs. Avec une bonne diversification alimentaire, nous donnons à nos enfants les bases d'une vie saine et prospère. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Retour en plateau, mesdames, messieurs, vous savez que le Bénin s'est inscrit résolument dans la promotion de sa culture. Et sur cette émission, Bonjour le Bénin, nous avons donc décidé de vous faire connaître les événements culturels de chaque jour. Voici ceux de ce 3 mars. Mars, viens jouer, c'est le 3e mois, écoute attentivement. Mars, viens. Bonjour à tous, Mars est là, avec lui plusieurs événements qui seront à la une des programmations. Nous embarquons tous dans ce mois des luttes et des espoirs, un mois engagé et fort symbolique puisqu'il est associé à l'engagement, à la réflexion et aux causes sociales. L'exemple du 8 mars où le monde entier célèbre la journée internationale des droits des femmes. Moment fort de plaidoyer pour l'égalité et l'autonomisation. Mars, Bénin Showbiz Awards avec la remise de prix aux gagnants et le 15 mars, Bénin Gospel Awards. Rendez-vous est pris donc pour ces événements et parmi ces événements, vous l'aurez remarqué, il y a ce concert qui s'inscrit dans le concept Elle mérite tout qui aura lieu le samedi prochain. Parmi les artistes invités, il y a une belle voix que nous allons vous faire découvrir à travers ce clip. Et tu fais la fouine et ça te rassure. Tu fais la pute en vrai t'as la haine et ça me rassure. Tu m'intéresses mais moi je te fais peur et là ça te frustre. Tu pensais que moi je ne ferais rien. Non moi je suis pas sûre. Je vois que je te fais de l'effet. Tu ne peux pas t'empêcher de me regarder sur les réseaux. Je vois que je te mets la pression. Faut que tu assures moi je ne te connais pas. Et tu m'écris avec tes faux comptes. T'applaudis. Yeah. Je ne ravale pas ce que j'ai déjà vomi.
et je ne sais pas. Et tu m'écris avec des faux comptes. C'est le 3e mois, écoute attentivement Mars, Mars. Bonjour à tous, Mars est là, avec lui plusieurs événements qui seront à la une des programmations. Nous embarquons tous dans ce mois des luttes et des espoirs, un mois engagé et fort symbolique puisqu'il est associé à l'engagement, à la réflexion et aux causes sociales. L'exemple du 8 mars où le monde entier célèbre la journée internationale des droits des femmes. Moment fort de plaidoyer pour l'égalité 21 mars, Benin Showbiz Awards avec la remise de prix aux gagnants et le 15 mars, Benin Gospel Awards. Comment consommer de façon sûre les fruits et légumes? Avant de manger des fruits ou des légumes crus, assure-toi de bien les laver avec de l'eau propre et un désinfectant comme Aquatab. Cela t'aidera à éliminer les impuretés et les microbes pour protéger ta santé et celle de ta famille. Bien laver tes fruits et légumes, c'est le premier pas pour les consommer en toute sécurité et éviter les maladies. Les fruits comme les bananes et les tomates se conservent à température ambiante. Bien conserver tes fruits et légumes, c'est garantir leur qualité et leur saveur. Consommer des fruits et légumes crus ou cuits, c'est une excellente habitude pour ta santé. Mais attention à la cuisson. Ne les fais pas cuire trop longtemps, car tu risques de perdre une partie de leurs vitamines et minéraux. Les légumes crus, comme les tomates et les oignons, sont délicieux et pleins de bienfaits. Pour ton corps, manger des légumes crus ou légèrement cuits, c'est plein de vitalité. Prendre soin de la préparation et de la conservation des fruits et légumes, c'est prendre soin de toi, de ta famille et de ta santé à long terme. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Les épices, alliées de notre santé. Les épices, ce ne sont pas seulement des saveurs. Elles participent aussi à la protection de notre santé. Consommer régulièrement des épices, c'est faire du bien à son corps. Le curcuma, par exemple, est reconnu pour ses capacités à détoxiquer notre organisme et participe à son bon fonctionnement. Le gingembre, quant à lui, aide à la digestion et soutient les défenses naturelles du corps. Les substances contenues dans le gingembre aideront à améliorer le métabolisme. La cannelle peut contribuer à une meilleure régulation du sucre dans le sang, surtout lorsqu'elle est consommée avec modération. Le poivre noir, quant à lui, facilite la digestion et aide l'organisme à mieux utiliser certains nutriments. Qu'en est-il alors de l'ail et de l'oignon? Ils sont largement utilisés dans notre alimentation traditionnelle. Ils participent à la protection du cœur, aident à lutter contre certaines infections et renforcent l'immunité. Comment alors bien utiliser les épices? D'abord, les consommer crus ou légèrement cuites et puis éviter les cuissons longues qui détruisent leurs bienfaits. En résumé, les épices ne servent pas seulement à relever le goût des plats. Elles soutiennent la digestion, renforcent le corps et participent à une alimentation saine. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Instant santé s'installe désormais et puisque votre santé est importante pour nous, mesdames, messieurs, on ne déroge pas à la tradition. Voici le tapis qui installe Christelle Tongodo.
Ediacha Tongoro, bonjour. Bonjour Alain, un réel plaisir de vous retrouver ce matin encore. Plaisir partagé. Alors, ce matin, vous avez décidé avec votre invité de nous entretenir sur la pression que subissent les femmes et le mental qui pourrait flancher. Exactement, et vous le savez, nous sommes dans le mois de mars, mois dédié aux droits des femmes, et nous parlons aujourd'hui d'une problématique silencieuse, j'ai envie de dire. Il s'agit, comme vous l'avez si bien dit, de la pression psychologique que vivent de nombreuses femmes dans nos sociétés entre responsabilités familiales, exigences professionnelles et même défis sociaux. Certaines femmes finissent malheureusement par vaciller mentalement, et c'est donc le thème que nous abordons ce matin avec notre spécialiste du jour. Il s'agit bien évidemment de M. Jérémy Orou, psychologue clinicien. Bonjour monsieur. Bonjour Madame Christelle. Merci d'être avec Monsieur nous. Orou, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, avant la première question, nous allons aller du côté de la réalisation, voir cet élément. De mon commerce, beaucoup plus social, en plus financier. Avec la situation économique du pays, c'est un peu compliqué. Je gère avec la prière, avec la méditation et parfois avec des voyages. J'essaie de prendre du temps pour moi. Il faut aussi des fois comprendre qu'on ne peut pas tout porter seul. On doit sortir, on ne va pas se négliger, sortir pour se distraire, pour parler aussi aux gens des stress qu'on subit au quotidien, tout ça. Ça aide beaucoup. Les femmes seules ne peuvent s'en sortir sans les hommes. Les hommes doivent nous écouter, c'est très important, l'écoute des hommes. En Afrique, surtout au Bénin, on nous exige à rester malgré tout. On dit, si tu n'es pas mariée, tu n'es pas une bonne femme, tout ça, de ne pas regarder ça. On n'a qu'à voir la santé mentale d'abord. Notre santé mentale compte plus que tout. Alors, monsieur Orou, on parle beaucoup de pression psychologique aujourd'hui. Est-ce que les femmes sont particulièrement plus exposées à cette pression-là et pourquoi? Bonjour madame, je salue tous les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour moi de passer ici pour apporter quelques éclairages. Je souhaite d'ores et déjà bon mois de la femme à toutes les femmes et à toutes les jeunes filles. Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas d'étude spécifique qui a été faite pour faire des comparaisons sur la pression psychologique entre la personne de sexe masculin et la personne de sexe féminin. En revanche, il est à l'analyse des éléments qui nous permettent quand même d'identifier des facteurs spécifiques qui existent chez la femme qui n'existent pas chez l'homme. Par exemple, les facteurs physiologiques. Beaucoup de femmes seront dans leur lieu de travail, dans leur contexte de vie sociale et professionnelle, sous le spectre de leur fonctionnement. Je veux faire allusion, par exemple, à la période menstruelle, avec tout ce que cela comporte comme dysménorrhée. Mais personne n'en tient compte dans la société. C'est ça. Et elle est en train de souffrir en douce, mais elle doit quand même faire son boulot de la meilleure des manières. Ce facteur n'existe pas chez l'homme. L'homme ne connaît pas ce qu'on appelle dysménorrhée. Donc, il y a ce facteur physiologique. Et on peut prolonger pour aller jusqu'à la période de grossesse et d'allaitement. Vous voyez, pendant 9 mois, elle est obligée de porter cette charge-là et faire quand même son travail. Parce que quand on est mère de famille, aucune règle ne vous permet d'abandonner une partie de vos tâches sous prétexte que vous êtes enceinte. Lorsque vous êtes employé, aucune loi du travail ne vous donne le droit de ne pas faire correctement votre travail parce que vous êtes enceinte. Donc, ce facteur existe. Et je veux même encore aller un peu plus loin. Regardez la période d'allaitement. Lorsqu'une femme, une nourrice, reprend le travail 2-3 mois après son accouchement, je ne sais pas si à la télévision c'est réglé, mais quand je passe dans les ministères, je vois des femmes qui sont obligées de s'asseoir sur les escaliers, se déshabiller, se mettre à nu pour allaiter l'enfant. Parce qu'il n'y a aucun espace d'allaitement, de repos confortable qui garantisse l'intimité de la femme. Donc tout ça, c'est des facteurs supplémentaires de stress, toutes choses étant égales par ailleurs sur le stress professionnel, sur les facteurs socio-économiques et autres. Donc, en regardant de ce côté-là, on peut quand même estimer que la femme a des facteurs psychologiques lourds
qui n'existe pas chez l'être humain de sexe masculin. Voilà ce que je puis dire a priori sur la question. Et vous évoquez plusieurs responsabilités justement qui pèsent sur la femme. On entend également parler de charge mentale. De quoi revêt concrètement cette notion en psychologie? Alors, pour faire simple, la charge mentale, ça va être tout le travail silencieux de planification, d'organisation que la femme est appelée à faire dans la famille et dans le ménage. Vous voyez, lorsque vous êtes femme au foyer, vous êtes maman, c'est de façon cognitive et silencieuse dans votre tête se passe tout ce que l'enfant va apporter comme habit pour aller à l'école, tout ce qu'il va garder comme petit déjeuner. Personne n'en parle. Tout ce que votre mari va apporter pour aller au boulot, ce qu'on va préparer le soir à la maison. Tout ça vous revient. Tout ça là vous revient. Et vous faites ce travail de planification et d'organisation. Cela constitue une charge mentale silencieuse. Voilà un peu des aspects auxquels cela fait allusion, la charge mentale chez la femme. Ça ne s'arrête pas là. On pense également comment être productif au boulot. Évidemment. Lorsqu'on est employé, on doit être productif, on doit apporter plein rendement, parce que je le disais tout à l'heure en introduction, ce n'est pas parce qu'on est femme au foyer, mais, que sais-je encore, qu'on a le droit de faire son travail à moitié ou encore de mal le faire. Donc tous ces éléments sont silencieux, personne ne les évoque à haute voix, mais c'est des réalités qui pèsent sur la femme. Alors, M. Jérémy Aurou, moi j'ai une petite question pour vous. Allez-y. Quand vous dites, oui, et ça c'est une évidence, ce n'est pas parce que la femme est enceinte qu'elle est... enfin, elle ne doit pas faire son travail. Mais dans le système de fonctionnement de l'administration, une femme travailler dans une administration, par exemple, mérite et bénéficie des congés de maternité. Pourquoi est-ce que l'on ne pourrait pas être tenté dans le foyer, dans les familles, de transposer ce type de congé, histoire de soulager un tout petit peu la femme quand elle est enceinte, au lieu de la laisser toujours continuer par travailler à la maison? C'est intéressant ce que vous dites. Mais déjà, le congé de maternité survient à quel moment de la grossesse? C'est ça. C'est pratiquement vers la fin. Elle a déjà fait le gros du boulot. Et ce délai, c'est au moment où on sent vraiment que le poids est énorme. Et c'est même la période pour organiser l'arrivée du nouveau-né. Donc, en principe, on devait diminuer la charge psychologique à la femme en mieux organisant ces moments-là, en la favorisant plus. Parce que le bébé qu'elle porte, qu'elle va mettre au monde, c'est un citoyen de la nation. C'est le citoyen de demain qui va être sur les plateaux, qui va être à l'Assemblée nationale et que sais-je. Donc pourquoi la société semble abandonner cette charge-là à la femme seule, au point de constituer un facteur psychologique aussi lourd qu'on est en train de le dire ce matin? C'est ça en fait la problématique. Alors, et cette accumulation justement de responsabilités peut-elle être aussi aggravée par certaines inégalités, notamment d'ordre économique ou professionnel? Oui. Malheureusement, notre société est faite d'inégalités. Oui. Donc, il y a plein de choses qui ne sont peut-être pas favorables à un sexe ou à l'autre. Il y a des étudiants qui me demandaient hier est-ce qu'il y a des facteurs d'inégalité véritables? Je dis, je ne sais pas si on va les appeler des facteurs d'inégalité. Regardez le Code des personnes et de la famille. Il a prévu quelque chose qu'on appelle délai de véduité. Lorsqu'une femme perd son mari, il y a une période qu'elle doit pouvoir observer avant de prétendre entamer une nouvelle relation. La période de veuvage, c'est ça? En dehors de ça. Okay. En dehors même de la période de veuvage. D'accord. Mais pour l'homme, rien n'est prévu. Le lendemain, dès qu'il sent le besoin, il peut entamer une autre relation. Donc, il y a des éléments comme ça, sociaux, mais il y a aussi des aspects économiques. Je le dis, lorsque vous êtes dans une situation donnée, de veuvage par exemple, c'est trop difficile de sortir le lendemain et ouvrir votre boutique. Donc, pendant toute cette période, la femme est soumise à la mendicité. Elle dépend de ce que les gens vont éventuellement venir lui donner comme soutien, alors qu'elle a la capacité de se battre et de pouvoir à la satisfaction de ses besoins. Donc, il y a plein d'éléments dans notre société qui, quand on les analyse en profondeur, vont résonner comme des inégalités. Mais, Monsieur Aurou, je prends le pan de cette période de véduité dont vous parlez. Le législateur, dans la préparation de ce texte, a évoqué la possibilité pour la femme de se retrouver peut-être, de se découvrir enceinte peut-être de son défunt mari. C'est pourquoi on lui a imposé cette période. Pourquoi alors ce type d'injustice que vous semblez dénoncer? Non. Et pour être complet, je peux même dire qu'on y a mis un peu de bémol.
Aujourd'hui, avec les technologies, la femme a la possibilité, avant ce délai-là, de prouver qu'elle est enceinte de personne. Mais de vous à moi, lorsqu'une femme perd son mari et 2-3 mois après, on la voit dans les buvettes, dans les marchés, se balader main dans les mains avec un autre monsieur, ça ne sera salué socialement par personne. C'est ça la réalité. Alors, et quand ces situations d'inégalité ou d'injustice se répètent au fil du temps, M. Roux, quel effet cela peut-il finalement avoir sur le mental de la femme? Alors, vous avez dit injustice, vous avez dit inégalité, vous avez dit injustice. Vous savez, l'injustice se retrouve dans la classification des blessures émotionnelles. Quand on va dans la typologie des blessures émotionnelles, il devrait en avoir 5. On parle du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison et de l'injustice. Donc l'injustice est reconnue par les spécialistes comme une blessure émotionnelle. Donc lorsque quelqu'un subit une blessure émotionnelle de genre injustice, bon, évidemment, il ne meurt pas, mais il développe un masque. C'est ça. Il développe un masque de rigidité. Et c'est ça qui braque tout de suite, c'est oui, et c'est ça qui rend les interactions difficiles. Vous allez voir des personnes, vous allez en rencontrer, quand j'en décris comme ça, vous allez en apercevoir, des gens qui sont absolument rigoureux, ils sont carrés, ils aiment que tout soit fait avec justesse et justice. Et on se demande, a priori, on peut apercevoir cela comme une qualité, mais quand on veut interagir véritablement avec la personne, ça résonne finalement comme un défaut. Ça fait un peu trop. Ça fait le culte de l'ordre et de la rigueur. Vous savez pourquoi ces personnes sont comme ça? Elles portent le masque d'une blessure d'injustice dans leur passé. Et quand ces personnes sont maintenant en position d'agir, elles ne veulent pas agir avec injustice comme elles ont subi, mais elles veulent faire tout avec justesse et justice. Donc, lorsque la femme subit des injustices dans la société, évidemment, elle va finir par porter un masque parce que c'est une blessure émotionnelle et ça va compliquer le vivre ensemble. Or, l'être humain est un animal sociable, a dit Carl Rogers, psychologue humaniste. On ne saurait vivre en autarcie. La femme est obligée soit d'interagir avec sa famille, ses parents, ses ascendants et autres, avec son conjoint, ou peut-être dans la société, avec des clients, avec des collègues et que sais-je encore. Donc, si elle a un problème de vivre ensemble, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, on le sait, les femmes expriment verbalement leurs émotions différemment des hommes qui les intériorisent. Dans ce cas précis d'inégalité ou d'injustice, comment est-ce qu'elles expriment leur souffrance de façon psychologique? Comment est-ce qu'on l'explique psychologiquement, professeur? C'est John Gray, l'auteur de « Les femmes sont de Vénus, les hommes sont de Mars ». C'est John Gray qui a dit que l'être humain de sexe masculin est, dans ses perceptions profondes, est basé sur la compétence, sur la performance. Et la personne de sexe féminin, elle n'est pas basée sur la compétence. Elle est basée plutôt sur... Les émotions? Les émotions. Que vous voulez dire? J'ai craint que vous dites sur l'incompétence. Je n'oserais pas. Ce serait un scandale. Hein? Absolument. Non, mesdames, vous n'êtes pas incompétente, vous êtes simplement émotionnelle. Donc, la femme étant un être émotionnel, c'est comme si elle a ses émotions à fleur de peau. Elle exprime plus facilement ses émotions. Lorsque vous êtes quelque part, quelque chose se passe qui peut faire peur, la femme aurait déjà manifesté 10 fois l'effet peur que peut-être la personne de sexe masculin. C'est ça. Voilà. Alors, justement, quels sont les signes qui alertent qu'une femme est en train de vaciller mentalement? Lorsque la personne commence par montrer une instabilité émotionnelle, elle n'arrive plus à avoir la maîtrise de ses émotions. Vous savez, la maîtrise des émotions, c'est du domaine de l'intelligence émotionnelle. Et une fois, dans des causeries, on a demandé à un avocat belge, un avocat des affaires, quelles sont les qualités d'un grand avocat. On s'attendait qu'il nous dise c'est la maîtrise des lois, la maîtrise des articles, tout ça. Puisque c'est un homme de droit. Voilà, puisque c'est un homme de droit. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit la qualité d'un grand avocat, c'est ne pas laisser transparaître ses émotions. Or, en psychologie clinique, chez nous, on dit que la seule personne qui exprime ses émotions comme elle les ressent, c'est l'enfant.
Là, c'est direct. Là, c'est direct. Vous arrivez à la maison avec un paquet de biscuits, votre enfant veut prendre tout le paquet, vous enlevez un pour lui remettre, et tout de suite se roule sur le sable pour dire qu'il n'est pas content de cette manière de faire. Voilà son émotion. Mais le grand va peut-être prendre, il va faire une mine, mais il ne va pas manifester. Donc, c'est l'enfant seul qui manifeste ses émotions comme il les ressent ou il les ressent. Donc, lorsque vous voyez une femme commencer par ne plus être maître de ses émotions, elle n'arrive plus à les contenir, elle les exprime ou elle les ressent comme elle les ressent. C'est un signe d'alerte. C'est que c'est un signe d'alerte. Oui. Et évidemment, les autres choses vont suivre parce que si quelqu'un doit exprimer ses émotions comme il les ressent, je le dis, ça rend le vivre ensemble difficile. Donc les interactions humaines deviennent difficiles. Personne ne peut faire équipe avec une personne qui tout le temps est émotive. Donc ça devient compliqué, que ce soit dans l'entreprise ou dans le foyer. Il y en a qui se replient sur elle-même également. Est-ce également un signe? Oui. Lorsque la personne ne comprend, sans qu'on ne la comprend plus dans la société, elle développe ce masque de solitude. Parce que quand il exprime ses émotions, personne ne comprend, personne n'accepte. Et tout le monde commence par ne plus vouloir faire équipe, ne plus cheminer avec une telle personne. Elle va se sentir rejetée. Je disais tout à l'heure que le rejet, c'est une blessure émotionnelle. Et quand quelqu'un est blessé dans son amour-propre, le masque qu'il développe, c'est le masque de solitude. Oui, mais docteur, donc elle se replie sur elle-même. Oui, mais quand ça arrive de cette manière, quelles sont les implications au plan familial et professionnel? Mais les implications sont énormes. Imaginez que vous ayez une épouse et vos parents arrivent, les belles-sœurs, les beaux-frères, et elle leur sert de l'eau, puis elle s'enferme dans la chambre. Alors qu'ils sont venus pour saluer la famille et le couple. Il y aura problème d'interprétation. Il y aura problème d'interprétation. On va dire, ben, elle n'est pas intégrée dans notre famille. Absolument. Tu es sûr que tu as trouvé une bonne femme? Chaque fois que nous venons ici, elle se retire. Mais elle se retire pourquoi? Parce que les émotions ont une mémoire d'éléphant. Ah oui? Elle se rappelle avoir été rejetée à cause de ses émotions. Donc, dès qu'il y a une situation similaire, la personne se dit, j'espère qu'ils ne vont pas me rejeter à terme. Donc, au lieu de s'exposer à un autre rejet, il vaut mieux déjà se retirer. Mais regardez sur le plan social comment ça sera mal interprété. C'est très difficile. Donc ça a des implications énormes, que ce soit dans la famille, dans l'entreprise, dans la société. Les implications sont énormes. Et aujourd'hui, avec la compétition dans le domaine de l'entrepreneuriat, ce serait trop difficile d'avoir une personne comme ça comme employé. Vous l'avez rapidement souligné, les violences verbales sont également à l'origine de la pression psychologique que vivent les femmes au quotidien. Est-ce que ces formes de violence peuvent-elles marquer aussi profondément que les violences physiques, professeur? Alors, pour être complet, ce n'est même pas que les violences verbales. Déjà, le silence, l'indifférence peut être une violence. C'est-à-dire, la personne est quelque part où on devait interagir avec elle, mais tout le monde l'ignore. On ne lui a rien dit. Imaginez que vous invitez quelqu'un ici à la télévision et la personne arrive à 7h30 et on l'installe sur un banc et tout le monde passe, ça va, ça revient, personne ne lui dit rien. À 10h, on dit, vous allez revenir une autre fois. La personne va se sentir blessée. Mais qu'est-ce qu'on lui a dit? On n'a rien dit. Donc cette indifférence déjà marque une violence. À plus forte raison, la parole. Dans la classification des blessures émotionnelles, la parole est en bonne position. La parole, qu'elle soit une parole de démotivation, de dévalorisation, d'humiliation ou une parole injurieuse, des paroles violentes. Regardez dans les entreprises, ceux dont nous nous plaignons le plus, harcèlement sexuel et autres, la plupart du temps, c'est verbal. C'est beaucoup plus verbal. Donc, la violence verbale est en bonne place dans les violences psychologiques que la personne humaine peut subir, et en particulier la femme. Monsieur Ourou, on voit souvent dans la société des personnes qui disent « Bon, puisque moi je ne suis pas bien vu, on ne m'aime pas, pour ne plus créer trop de problèmes, je me retire dans mon coin, je préfère garder le silence. » Est-ce que c'est une bonne attitude? Ça ne pourrait pas être une bonne attitude dans le long terme. Il y a des endroits où tu arrives, tu te rends compte que je n'ai pas véritablement ma place. Et le bon sens te dit non, il vaut mieux t'éclipser. Ça, c'est un fait à mettre à part. Mais la personne qui, chaque fois qu'il faut apparaître,
préfère se replier, il faut bien vérifier la personne porte une blessure de rejet de son passé. Lorsque nous allons dans les entreprises pour faire le profil psychologique des gens, en voyant une personne, c'est trop difficile de savoir quelle blessure elle a subie dans son passé. Mais simplement en voyant le masque qu'elle porte, on fait le lien par rapport à la blessure. Donc, le fait d'aimer se retirer, moi je préfère être toujours dans mon coin, j'aime rester dans mon coin, c'est en fait un masque. Et ce masque, c'est une blessure. Cette blessure, c'est le rejet. Maintenant, je veux expliquer quelque chose. Je vous disais tout à l'heure que les émotions ont une mémoire d'éléphant. La personne peut avoir subi une blessure qu'elle ignore. En plus. En plus. Et ça remonte comme ça. Et ça remonte. Ça date peut-être de sa naissance. Comment ça s'explique? Le couple était en train d'attendre un enfant garçon. C'était leur 4e ou 5e enfant. Et on se rend compte encore que c'est une fille. Et la maman dit... Oh. Et on annonce au papa à 10 h. Et il dit encore, et c'est vers 20 h qu'il vient prendre les factures avec négligence. Cette information-là est perçue par le bébé qui vient de naître. Ah bon? Bien sûr. Mais attends, à quel moment vous apprenez à l'enfant à entendre? Il naît avec l'ouïe. Donc il entend. Et l'analyse et l'interprétation des faits, ce n'est pas notre chair qui le fait, ce n'est même pas l'intelligence, c'est le système émotionnel qui le fait. Donc, ces informations sont déjà capitalisées au niveau émotionnel. Cet enfant va grandir, on va se rendre compte que c'est elle qui ressemble le plus à papa, elle devient chouchou de papa, elle est plus intelligente, elle fait tous ses diplômes sans difficulté, on commence par l'aimer, mais elle va toujours garder en souvenir ce rejet-là. Et chaque fois que vous allez vouloir qu'elle soit proche de vous, elle va se retirer parce qu'elle va continuer à garder son masque, sauf si on a eu le privilège de faire un travail psychologique pour la guérir de sa blessure émotionnelle, qui date du reste de sa naissance. Donc, entre-temps, tout le monde a dû oublier. On ne sait pas pourquoi elle est comme ça. Elle est née comme ça. Non, les amis, elle n'est pas née comme ça. Vous avez fait une blessure que vous ignorez. Alors, je rebondis sur la question d'Alain tout à l'heure. Est-ce qu'on constate que malgré cette souffrance, certaines femmes choisissent de se taire? Comment cela s'explique-t-il? Je pense rapidement à deux choses. La première chose, c'est peut-être le manque d'information. D'accord. Le manque d'information. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où il y a quand même la possibilité de se faire écouter par un professionnel. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque une femme subit une pression psychologique particulière et elle décide d'en parler à une copine à côté, elle va dire, ma chère, c'est comme ça, hein? C'est comme ça, tout le monde supporte. Et on ne comprend pas pourquoi tu ne supportes pas. Or, tout le monde n'est pas supposé supporter les mêmes choses de la même manière. Tout le monde n'est pas tout le monde. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en psychologie le seuil de vulnérabilité ou le seuil d'acceptabilité. Moi, j'ai ma capacité d'accepter les choses. Vous avez votre capacité parce que nous n'avons pas eu le même développement psycho-affectif. Donc, à partir de ce moment-là, ne prétendez pas que tout le monde puisse supporter les mêmes choses de la même manière. Mais lorsque tu en parles, on va dire, mais c'est comme ça, il faut supporter. Donc, lorsque tu dis à 1, 2, 3 personnes et tout le monde dit, ah, c'est comme ça, il faut supporter, il faut tourner la page, il faut damer, la personne est obligée de s'enfermer. Alors qu'elle, si elle avait la bonne information, elle aurait pu simplement se faire écouter par un professionnel. Nous sommes quand même beaucoup de psychologues à travers le territoire national. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les pesanteurs sociaux. Vous voyez, lorsque vous dites, quelqu'un dit, ah, je vais voir mon psychologue. Ah bon, psychologue? On tique. Dès qu'on entend le préfixe psy, il y a problème. Il y a problème. Alors qu'en principe, vous et nous, chacun est en droit, pour peu qu'il sent que certaines situations sont en train de le surpasser, de voir son psychologue. Alors, professeur, vous le savez, il y a pas mal de femmes qui nous suivent en ce moment et qui peut-être traversent ce genre de situation. Qu'avez-vous envie de leur dire, de leur passer comme message afin qu'elles soient plus résilientes sur le plan social et psychologique? Déjà, je voudrais dire à toutes les femmes qui souffrent en douce depuis des années qu'en principe, la souffrance n'est pas une panacée. Ce n'est pas ce à quoi elles sont destinées. Elles ont la possibilité de s'exposer à autre chose que de s'enfermer dans la souffrance. On peut s'approcher des professionnels et là, le soulagement vient tout de suite. On peut créer des groupes d'échange, des personnes qui ont véritablement subi les mêmes blessures. En échangeant, certaines personnes ont réussi certainement à surmonter, elles vont nous aider. Donc, il est hors de question aujourd'hui que les femmes
s'enferment en train de souffrir de la pression, du stress, de l'angoisse, basculer dans la dépression, ce n'est pas une bonne chose. Nous vous aimons beaucoup, mesdames, nous vous apprécions, nous ne voulons vraiment pas que cela soit votre portion. On va finir sur votre mot de la fin. Ben, je voudrais déjà souhaiter bonne célébration à toutes les femmes et je souhaite que les injustices sociales puissent reculer afin que le bien-être psychologique et social soit vraiment le partage de toutes les femmes durant ce mois de célébration et les jours à venir. Merci, professeur, pour toutes ces informations qui, j'espère, tombent dans de bonnes oreilles ce matin. Alain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, Christelle Tongodo Ediacho. On espère véritablement que notre environnement va s'assainir et que chacun, qu'on soit femme ou homme, enfant ou jeune ou adulte, qu'on puisse être à l'aise dans sa tête. Et s'il y a problème, il faut s'adresser aux personnes expérimentées. Surtout il faut surtout s'adresser aux personnes qui sont formées pour la chose. Les psychologues ne sont pas ceux qui traitent les fous. Nous ne sommes pas fous. Et donc, ce sont des personnes qualifiées, formées pour nous écouter, nous proposer des solutions pour pouvoir s'en sortir. Allez, nous, on sort de cette rubrique, n'est-ce pas? Et on se Absolument, on se retrouve demain pour notre pour la thématique. cause de la santé. Tout à fait. Allez, merci Christelle. Mesdames, Messieurs, on va prendre congé donc de Christelle Ediacho Tongodo qui va céder sa place à Ghislaine Adimi et son invité, puisque aujourd'hui nous parlons femmes. Après santé, on va parler donc de portraits de femmes leaders dans notre société. Voici le tapis qui installe le portrait. Portrait du jour, Ghislaine Bamidele est allée à la rencontre ou bien nous fait découvrir une femme leader qui sera sur ce plateau d'un instant à l'autre. Ghislaine Bamidele, bonjour. Bonjour Alain. Comment ça va? Tout beau, tout mignon. Merci. Tout mignon, vraiment mignon. Mais je ne vous sentais pas, je ne vous connaissais pas chanteuse. Ah ben j'ai beaucoup de casquettes. Ah oui? Ben oui. Et je pense que je vais vous produire. Alors Ghislaine? En tout cas, moi, j'ai tout ce qu'il me faut pour ne pas avoir besoin d'aller voir le CI. Mais si ça arrivait, que le docteur soit tranquille, non, on va venir vers lui. Cette émission, c'est déjà notre tasse de bonheur. Exactement. On ne peut pas être sur Bonjour le Bénin et avoir, qu'on appelle la dépression. Hein? Ça, c'est clair. Et si vous suivez Bonjour le Bénin, quand vous entendez pression, que je dis ça? Que la bière n'est pas loin. Ça, c'est le mot d'Alain. Bonjour le Bénin. Alain a planté le décor. Aujourd'hui, nous allons parler de leadership féminin, oui, d'entrepreneuriat féminin, le profil qu'il faut pour être une bonne femme leader. Mais celle que nous recevons, elle n'est pas un nom moins connu. Elle est très connue parce qu'elle a formé beaucoup. Elle est coach, elle est entrepreneur, elle a plusieurs casquettes également, comme je le disais tout à l'heure. Donc, elle a tout ce qu'il faut. C'est une femme multidimensionnelle. Donc, elle a tout ce qu'il faut pour que quand on entend pression, c'est que la bière ne soit même si elle ne prend pas la bière. Voilà. Il n'y a pas de dépression. Mais il n'y a pas de dépression. Voilà, il y a bière pression. Exactement. Voilà. Et comme nous sommes dans le mois de mars, on veut donner tout ce qu'il faut pour que les femmes se sentent totalement à l'aise et que les hommes se sentent à l'aise aux côtés des femmes. Voilà. Sena Joanne Kenom Fanou. Bonjour, madame. Comment vous allez? Ça va. Vous n'êtes plus étranger à nos plateaux, hein? Non, ça va. Ou bien c'est Alain qui vous intimide un peu, là? Ça va très bien. Vous avez bien sa cravate? Madame Kenom. Pardon? Vous avez bien sa cravate, vous? Oui. Mais parce qu'il faut qu'on flatte un peu nos hommes, pas ce mois-ci aussi. Allez, de toutes les façons, moi, je suis heureux de vous accueillir sur ce plateau, Madame Kenom. Merci. Et soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir partager. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Alain, Madame Kenom, elle est consultante en genre et spécialiste en éducation familiale. Elle est présidente de groupe Foyer Sacré. Elle est mentor de coach, accompagnateur professionnel de couple. Elle est entrepreneur, chef d'entreprise. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Elle est multidimensionnelle. Madame Fanou, comment on fait? Comment arrive-t-on à avoir autant de casquettes quand on est femme? Déjà, je vais vous présenter mes excuses, mais j'ai de petits problèmes d'audition. Si vous pouvez élever un peu le... Ah, d'accord, d'accord. Alors, Madame Fanou, comment arrive-t-on à avoir autant de casquettes sur sa tête comme vous quand on est femme? Voilà. Je pense que tout est question de vision personnelle. Tout est question de vision. Et quand nous parlons de vision, les gens pensent souvent que c'est quelque chose qui vient du jour au lendemain. Mais ça part de la maison.
Ça part de la famille. Lorsque tu as été avec une mère ou un père qui s'est battu tout le temps, naturellement, tu grandis avec cette vision, mais cette idée qu'il faut que tu te battes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je ne peux pas parler de ce que je suis, ce que je fais, sans faire un pan à mes parents. C'est venu d'eux, c'est parti de la maison que j'ai compris qu'on peut être femme et faire la différence. Voilà. On peut être femme et faire la différence, ce qui signifie, après les explications de Mme Fanou, que le leadership féminin se construit dès la base. Donc, si une femme doit devenir leader, ça dépend de l'éducation qu'elle a reçue à la base. Naturellement, puisque quand nous parlons de leadership féminin, aussi à ce niveau, on croit que c'est la femme qui est sous les projecteurs, c'est la femme que tout le monde voit, c'est la femme qui parle à la télévision. Mais non, le leadership féminin part du leadership familial. C'est-à-dire que de la base, de la maison, de ce que la fille a reçu, de l'éducation que la fille a reçue, cette fille peut demain développer les caractères de la femme leader. Donc, c'est de la base. Moi, j'ai bien envie de rebondir sur ce propos. Souvent, on a l'impression que c'est la femme qui a été à l'école, qui a de gros diplômes, qui est sous les feux des projecteurs, comme vous l'avez dit, qui est cataloguée comme femme leader. Mais dans le monde rural, dans le monde des affaires, dans le monde du commerce, on a aussi des femmes leaders, non? Beaucoup. Et je dirais même que les meilleures femmes leaders sont celles qui ne sont pas sous les projecteurs. Ce sont ces femmes dont vous parlez, les femmes des villages. Vous allez les voir, observez les femmes dans les villages. Elles ont cette capacité à fédérer, à rassembler, à organiser, à mettre la paix dans les familles, à apporter la conciliation, à faire beaucoup de choses sans projecteur. En fait, le leadership, c'est cette capacité que vous avez à faire la différence parmi tous ceux qui vous entourent. Et ce n'est pas une affaire de celle qui a été à l'école, c'est une affaire de capacité intérieure et qui se reflète maintenant à l'extérieur de la personne. Mais ce qui signifie que toutes les femmes sont d'une certaine façon leaders sans le savoir. Naturellement, nous avons tous en nous cette capacité de manifester notre leadership. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas été tous poussés, nous n'avons pas été tous poussés ou encouragés à développer cette capacité-là. C'est ce que je pense humblement. Et vu que vous accompagnez souvent les couples, les foyers ou les femmes en général, comment est-ce que vous procédez pour que chaque femme puisse découvrir le leader en elle? Vous savez, à l'Académie des conquérants, dont je suis la directrice, nous avons ces programmes-là qui permettent d'accompagner les femmes, de les amener à se découvrir, à se connaître. Parce que, comme je le disais, tout part de la base. Et toutes les bases ne sont pas positives. Toutes les bases n'ont pas été conçues de façon à aider la jeune fille à devenir une femme leader. Il y a des familles dans lesquelles les filles ont été enterrées vivantes. Il y a des maisons dans lesquelles les filles ont pensé longtemps qu'elles ne valaient rien, qu'elles n'étaient rien. Vous savez, il y a des cercles familiaux qui continuent de mettre en avant le patriarcat, qui ne favorisent pas toujours l'épanouissement de la fille et de la femme. Donc, à l'Académie des conquérants, aujourd'hui, nous travaillons pour aider ces femmes-là à se découvrir, à comprendre leur véritable identité, à savoir qu'elles ne sont pas parce que quelqu'un est, mais elles sont la femme est, la femme n'a pas à prouver, la femme n'a pas à chercher, la femme n'a pas à prendre chez quelque chose, mais chez quelqu'un, mais la femme est. Tout ce qu'elle est, nous l'aidons à comprendre, à découvrir cela. Vous savez, quand la femme découvre son identité, quand la femme sait de quoi elle est capable, quand la femme voit que mais longtemps elle a dormi, mais qu'elle a plein de choses à faire, quand la femme découvre sa mission de vie, la femme change. Et c'est en ce moment que les gens qui l'entourent commencent par se dire, mais elle a changé, elle n'est plus la même, elle n'est plus ci, elle n'est plus ça. Non, ce n'est pas une affaire de changement, c'est une affaire de découverte et de relation à soi. Et c'est ce que nous faisons justement à l'Académie des conquérants. Alors, que dites-vous de ceux-là qui pensent que quand on commence à dire femme leader, c'est pour être en conflit avec les hommes? J'allais poser justement la question. La femme leader. La femme leader, est-ce que c'est en opposition à l'homme, à son homme à la maison, à l'homme, à son homme, son collaborateur, homme à la maison, son collègue, homme au boulot, pardon? Non. La femme leader, c'est cette perle-là dont tout homme a besoin.
la femme leader n'est pas en opposition. Alors, c'est cette paix, Le mot- c'est cette le paix mot est- dont le toute mot est femme, sorti. dont tout homme a besoin. Une femme un homme qui a au sein de son couple, dans sa vie, même s'ils ne sont pas encore mariés, une femme qui est consciente de sa capacité à être un leader. Mais cet homme-là, il a gagné le gros lot. Donc, ce n'est pas une affaire d'opposition. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais qu'il n'y a pas quelque chose à réclamer, mais il n'y a qu'à exprimer ce que l'on est déjà. La femme leader, c'est cette femme-là qui a la capacité à fédérer, à influencer, à impacter. Mais attention, le leadership peut ne pas être positif. Nous avons des clubs de femmes qui ne sont pas forcément assises sur des valeurs qui favorisent la bonne vie en société. Donc, on peut être leader d'un groupe, on peut être leader d'un foyer, on peut être leader d'une famille sans travailler à la valorisation des principes de vie qui favorisent la vie saine. D'accord. Voilà. Donc, la femme leader dont nous parlons aujourd'hui, nous allons donc mettre l'accent sur la femme leader qui fait la promotion des valeurs saines, intégrité, humilité, favoriser la vie en couple, favoriser l'épanouissement des filles, etc. Dans la réalité des choses, Madame Johan Fanoukenom, on voit qu'il y a plus de féministes que de leaders femmes qui, dans cette dichotomie qui crée le conflit dont parle Ghislaine Bamidele, les hommes se sentent attaqués. Comment est-ce qu'il faut faire la différence entre le bon leadership féminin et le féminisme autoproclamé? On ne peut parler de leadership au féminin sans parler de féminisme. Ce serait sur le reste, ce serait sur mentir. Le féminisme a apporté beaucoup de choses. Le féminisme a contribué énormément à l'éclosion des femmes leaders aujourd'hui. Et donc, je pense que le féminisme est mal compris par beaucoup de gens. Le féminisme, le véritable féminisme est un secret de prospérité pour toute nation. Le véritable féminisme permet à l'homme de s'épanouir. Parce qu'en vérité, lorsque le féminisme travaille à l'égalité des chances, le féminisme permet à toute femme d'être cette véritable aide, cette véritable personne qui accompagne son homme, entre autres choses, qui accompagne son collègue au boulot, qui ne se dit pas « je suis femme ». Je suis le sexe faible, je ne peux rien faire. Le féminisme, c'est ça la véritable âme qui booste, voilà, en fait. du féminisme. Mais je suis d'accord que certaines expressions du féminisme, certaines manifestations du féminisme nous empêchent de voir la chose de cette manière. Ce que je vais dire simplement, c'est que les hommes commencent par s'intéresser au véritable féminisme, que les hommes cessent de se braquer. En vérité, tout homme aujourd'hui qui a mis au monde une fille et qui fait tout pour que sa fille aille à l'école est un féministe. Sinon, il allait dire non, elle est fille, elle n'a pas besoin d'aller à l'école. Donc, nous sommes tous féministes en vérité. Mais le problème, c'est que certaines personnes manifestent cet élan féministe d'une façon qui dérange. Oui, oui. Peut-être quelques personnes. Moi, particulièrement, ça ne me dérange pas parce que j'ai été éduquée, j'ai été formée à accepter que les gens n'aient pas la même vision des choses. J'ai été formée à comprendre que chacun, selon son cadre de référence, peut manifester le féminisme à sa manière. Ce qu'il faut retenir, c'est que le féminisme, c'est une chance pour l'humanité. C'est le féminisme qui fait qu'aujourd'hui, nos enfants-filles sont devenus des scientifiques. C'est le féminisme qui fait qu'aujourd'hui, nous avons plein de filles qui choisissent les séries scientifiques, qui sont à l'aise dans les séries scientifiques. Nous avons aujourd'hui des informaticiennes. Oh père, qu'est-ce qui a fait ça? C'est le féminisme qui a permis ça. Mais que pensez-vous, Madame Kenom, j'insiste sur la question, de ce féminisme qui semble faire à tout bout de champ le procès de la gente masculine? Et je l'ai dit, je respecte la vision de chacun. Vous savez, nous ne pouvons pas changer le monde. Nous ne pouvons qu'apporter notre pierre à l'édifice du monde. Si quelqu'un se sent à l'aise dans la manifestation du féminisme en attaquant les hommes, la personne a ses raisons, la personne a son histoire, la personne a son passé, la personne a ses blessures. Et moi, je suis mal placée pour dire qu'elle manifeste mal le féminisme. Je crois que c'est une question de vision personnelle. Mais je pense que le véritable féminisme n'attaque aucun homme et n'engloutit aucune femme. Le véritable féminisme
travailler pour l'égalité. Est-ce qu'il ne faille pas travailler? Est-ce qu'il ne faille pas travailler pour changer cette façon des autres de voir le féminisme plutôt comme une arme pour écarter les hommes, pour détruire les hommes? Donc, toujours pas. Nous n'avons pas écarté quelqu'un. Donc, il faudra... Nous n'avons pas écarté quelqu'un, mais nous réclamons notre place. Nous réclamons nos places dans les instances de décision. Nous réclamons que les instances de décision ne soient plus seulement des instances à attribuer, des postes attribués aux hommes. Oui, parce que nous étudions autant que les hommes, nous nous fatiguons autant que les hommes. Et nous voulons qu'au-delà du rôle domestique qui nous a été on a été relégué pendant longtemps, qu'on puisse aussi reconnaître notre rôle de production. C'est tout. Mais il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. C'est l'égalité, au vrai sens du mot. Il n'y a pas de guerre. Il faudra quand même tout faire pour sensibiliser ceux-là qui comprennent mal le féminisme ou qui l'exploitent. Ou celles-là qui comprennent mal le féminisme. Bien sûr qu'il y a aussi des hommes qui comprennent pas la lutte tout à fait. réelle du féminisme. Il faut éviter le mélange. Alors, Madame Fanou, comment concilier son titre de leader en tant que femme avec son rôle social, notamment au foyer? Lorsqu'on ne sait pas faire, on rate tout. Là, il faut se dire la vérité. Parce que la vision de la femme leader, plus la vision grandit davantage, elle porte beaucoup de casquettes. Beaucoup de responsabilités. Et à un moment donné, en vérité, le problème ne met pas d'abord le foyer, c'est la femme leader elle-même. Elle s'épuise, elle se tue. Elle s'éparpille. Elle s'éparpille, elle se disperse. Et au finish, elle ne fait pas grand-chose. Ce que je pourrais dire à toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui, c'est que lorsque vous êtes une femme et que vous avez compris votre vision, vous avez accepté votre mission de vie et que vous savez que vous êtes une femme leader, il faut tout faire pour concilier votre vie de foyer et votre vision. Et pour cela, il faut trouver autour de vous des cercles. Et je parlerai premièrement d'un cercle professionnel. Il faut un cercle professionnel, il faut un cercle de femmes leaders qui peut vous soutenir, qui peut vous encourager. C'est d'ailleurs ce que nous faisons à l'Académie des conquérants, avec les femmes d'impact et tout ce que nous faisons. Nous travaillons pour que la femme leader ne se retrouve pas trop toute seule devant sa vision. Ensuite, il faut un cercle affectif. Au-delà du cercle professionnel, il te faut un cercle affectif. Même si c'est 3 personnes, 4 personnes qui peuvent te soutenir émotionnellement lorsque tu es fatigué, il le faut. Et ensuite, enfin, il faut faire de son partenaire un allié. Forcément. Si tu ne fais pas de ton partenaire un allié, tu as raté l'essentiel. Voilà ce que je peux donner dans mon Belle conclusion, parce qu'effectivement, on finit par comprendre que hommes et femmes, nous formons un duo. Nous sommes appelés à mener le combat du développement, chacun à son niveau, mais toujours ensemble. Madame Yohan Fanou, Ghislaine Ademi, si vous le permettez, vous allez rester, sur ce plateau avec moi. Madame Yohan Fanou, si vous avez un mot de conclusion, que diriez-vous à l'endroit des femmes? Je voudrais que vous regardiez tout droit dans cette caméra qui vous fait face et vous donnez un message très fort aux femmes qui nous suivent ce matin. Merci. Je vais simplement dire que si nous considérons le thème de la Journée internationale de la femme de cette année, nous voyons que la communauté internationale s'intéresse encore une fois au bien-être des femmes et des jeunes filles. Et je pense que c'est encore pour nous une occasion de travailler pour aider les filles, nos filles. Travaillons à l'éducation de nos filles, travaillons à ce que nos filles soient alphabétisées, peu importe ce que cela va nous coûter, et aidons nos filles à embrasser des filières, des secteurs qui sont dits pour hommes. Rien n'est impossible à une femme ou à une fille lorsqu'on l'éduque à y arriver. Merci beaucoup, Yohan Fanou. Et comme vous avez évoqué la GIF, je rappelle le thème de cette année, c'est droit, justice et action pour toutes les femmes et les filles. Merci beaucoup, Madame Fanou, et à très bientôt. Merci. On va prendre donc congé de Madame Yohan Fanou qui va céder sa place à une autre invitée qui est dans ce studio déjà. On va danser. On va danser? Pourquoi pas? Ouais. Alors, on va danser. Hein. Qu'est-ce que Karamata a prévu pour nous du côté de la régie déjà? Un beau clip. Ah et si on y allait directement? Pourquoi pas? Ok, d'accord. Je suis d'accord avec votre proposition, Ghislaine. On va suivre le clip et puis on revient avec notre invité. Notre invité. Parfait.
choisi les vies. Hey. Et tu fais la fouine et ça te rassure. Tu fais la pute en vrai t'as la haine et ça me rassure. Tu m'intéresses mais moi je te fais peur et là ça te frustre. Tu pensais que moi je ne ferais rien. Non moi je suis pas sûre. Je vois que je te fais de l'effet. Tu ne peux pas t'empêcher de me regarder sur les réseaux. Je vois que je te mets la pression. Faut que tu assures moi je ne te connais pas. Et tu m'écris avec tes faux comptes. Belle musique, belle chanson. On va suivre l'auteur dans quelques instants. Mais avant, vous savez, c'est un événement à la une. Et voici le tapis que nous dressons à notre invité. Événement à la une, Ghislaine Adimi, elle mérite tout. C'est ce concert qui aura lieu le samedi prochain. Et nous recevons l'une des artistes tête d'affiche. Voilà Lulu. Bonsoir. Elle a dit voilà Lulu. Voilà Lulu. Voilà l'affaire. Voilà l'affaire. Mais c'est le nom de l'artiste. C'est le nom de l'artiste. C'est quand même bizarre, non? Pourquoi voilà Lulu? Eh bien, parce qu'il y a déjà trop de Lulu artistes sur les réseaux. Donc je me suis dit que littéralement pour un peu me démarquer, je pense que je vais juste ajouter le voilà. C'est du genre, voilà Lulu. Tchefa, c'est ça votre nom à l'état civil. Exactement. Comment est-ce que vous êtes venu dans le monde de la musique? J'étais déjà dans le monde de la musique dès le bas âge, c'est-à-dire que, mais de manière différente, c'est-à-dire que j'ai fait la danse. J'ai fait une école. À l'origine, vous étiez chorégraphe? Non, juste danseuse, parce qu'au cours secondaire. D'accord. Donc, c'est via la danse que j'ai découvert la musique et je me suis dit que, parce que je chantais, je dansais aussi, donc c'est via ça que je me suis lancée dans la musique. Voilà, lui faisait de la pop, à ce que je sache. Oui, je fais de la pop. Je ne faisais pas, je fais. Vous faites de la pop? Oui. Et la différence entre la pop et le rap, c'est quoi? La pop, je pense que c'est beaucoup plus quelque chose de plus dansant, de plus club, alors que le rap, c'est les textes, c'est les rimes, c'est les punchlines, alors que la pop, c'est une musique ouverte à tout le monde. Et c'est assez différent quand même parce que c'est dansant, c'est club, c'est DJ, c'est tout ce qui réunit ça quand même. Voilà. On va écouter ce son, j'ai bien envie de vous voir danser là-dessus. Rapidement. Ah, on enchaîne. On enchaîne? On enchaîne. T'as pris ma merde et moi je t'applaudis. Yeah. Je ne ravale pas ce que j'ai déjà vomi. Je sais que c'est mon ex, mais là t'abuses. Yeah. Une chose est sûre, je vois que je te fais de l'effet. Tu ne peux pas t'empêcher de me regarder sur les réseaux. Je vois que je te mets la pression, faut que tu assures moi, je ne te connais pas. Arrête de m'écrire avec tes faux comptes. De cette musique, et ça parle beaucoup. Ça parle de quoi? Ça parle surtout du harcèlement sur les réseaux. Je raconte l'histoire d'une femme qui me stalk sur les réseaux parce que j'ai été avec son petit ami. Donc, c'est-à-dire que le monsieur en question, c'est mon ex. Mais comme elle sort avec mon ex actuellement, je pense qu'elle a eu le temps de revisiter un peu son catalogue d'ex. Et elle m'a choisi et elle m'a stalké sur les réseaux. Donc ça dénonce beaucoup plus le harcèlement sur les réseaux, en quelque sorte. Donc, voilà. C'est pour ça que je dis en augmentant dans le téléphone. Dans l'un, c'est en quelle langue et ça dit quoi? C'est en fond. Ça veut dire que tu passes de gauche à droite, dans mon téléphone. Je me suis inspirée un peu du son de Mastacool qui disait des léons dans les vents. Tu nous ralentis. Donc tu passes un peu partout dans mon téléphone. Voilà. C'est ça. Donc c'est une histoire vécue
Oui. C'est votre réalité. Oh oui. Alors, voilà, Lulu nous présente quoi à Elle Mérite Tout cette fois-ci? De la performance, du live et de l'énergie. Voilà. J'espère que ça va vous plaire parce que le travail est colossal derrière. Voilà. J'ai envie de poser une question un peu indiscrète. Voilà, Lulu, à quel âge? Ouais, dites-nous. Mon label ne me permet pas de dire mon âge. Mon âge est un mystère, mais je suis jeune, je suis très jeune. Ah, d'accord. Très jeune, très Mais jeune. c'est ce que j'ai constaté, c'est pourquoi j'ai voulu poser la question. Je suis très jeune, mais on a constaté que garder un flou sur mon âge était intéressant. N'est-ce pas? Oui. Mais comment est-ce que vous préparez pour samedi prochain, pour ce concert? Je me prépare bien. Il y a des répétitions, il y a la rencontre avec les musiciennes, puisque c'est un live, la rencontre avec les musiciennes, les répétitions avec les musiciennes. Et je pense que le samedi, ça va bien se passer quand même. Ok, ben ça marche. On te donne rendez-vous, bien comment ça? Pour lundi? Lundi. Pas lundi, C'est pour pas faire le bilan? Oui. Ou bien samedi? Samedi. Vous prestez samedi? Oui, vous prestez samedi? Oui. D'accord. Et donc, on va vous recevoir ici pour faire le bilan? J'espère. Non, ben, le plateau, il vous appartient, revenez quand vous voulez. Mais avant, comment est-ce que vous vous sentez dans le milieu artistique béninois, au sein de vos pairs? Comment est-ce que ça se passe? Surtout pour une jeune fille comme vous. J'avoue que au début, c'était quand même assez stressant parce que vu le genre musical que je fais, c'est un peu différent de ce que tout le monde fait. Donc, au début, je me suis quand même sentie assez différente. Mais actuellement, je pense que tout le monde est en train de comprendre mon genre, le genre musical que je fais, parce que j'essaie quand même d'expliquer ce que je fais, comment je le fais. Donc actuellement, je suis en train de me sentir à l'aise dedans, surtout en tant que femme. Beaucoup plus intégrée? Oui, beaucoup plus intégrée, parce que je ne suis pas la seule femme artiste au Bénin, bien sûr. Donc oui, c'est intéressant. Les artistes femmes comme moi, avec qui je grandis, ou avec qui j'ai grandi en les voyant à la télé, m'ont quand même permis d'être à l'aise dans le milieu. Et quelles sont ces femmes artistes déjà qui vous inspirent? Ah oui, Angélique Kidjo, c'est la première. C'est la première, là, oui. Quand on était enfant, on les voyait. Angélique Kidjo, Fatih. D'accord. Fatih, j'aime beaucoup. J'adore la voir en live parce qu'elle est très, très forte. Zénab aussi, c'est toutes des aînées, Cécile, mais aussi, elles sont très, très fortes en live. Et voilà, quand j'ai appris que je dois faire un live et tout, je suis allée un peu voir leurs prestations, comment ça s'est passé et tout, parce que voilà. Vous les avez déjà rencontrés? Non, non, jamais. Alors si Lulu doit faire un vœu aujourd'hui, c'est lequel? Ce serait de les rencontrer, quoi. De rencontrer Angélique Kidjo. Ok, d'accord. C'est pas une préférence, mais bon. Dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, comment est-ce que vous vous définissez? Comment est-ce que vous vous voyez? Quels sont vos projets? J'espère que dans 2 ans, tout près là, ou dans 5 ans, que je ne sois pas la seule artiste au Bénin à faire de la pop, parce que je les attends, que ce soit les hommes ou les femmes et tout. J'espère que je ne serai pas la seule à le faire. J'espère que ma musique voyagera encore plus, traversera les frontières du Bénin et ira beaucoup plus à l'extérieur. J'espère grandir en communauté et voilà, des choses comme ça. D'accord. Alors, quel est le travail que fait votre staff pour atteindre cet objectif? Comment est-ce que vous pensez imposer la musique pop dans l'univers musical du Bénin? Déjà, ce qui est intéressant dans mon genre musical, c'est la langue maternelle que je mets dedans, le fond. Parce que j'ai compris que je suis au Bénin, le fond fait partie des langues que beaucoup de personnes parlent, surtout à Cotonou ici. Et je me suis dit, pour faire asseoir mon genre musical pop ou pour que ça soit beaucoup plus accessible aux Béninois comme moi, ce serait de mettre le fond dans mes chansons, pour que ça soit beaucoup plus accessible, que ça soit acceptable et tout, parce que je sais que nous sommes des Béninois, nous adorons notre langue et nous aimons l'entendre sur des chansons. Donc je me suis dit, la pop avec le fond, c'est quelque chose d'incroyable et tout. Donc c'est le premier travail que nous avons fait avec mon équipe. Le deuxième travail, ce serait
a été la visibilité sur les réseaux, c'est-à-dire qu'il faut que je sorte, qu'il faut que je parle avec les gens, qu'il faut que je montre ce que je fais musicalement pour pouvoir beaucoup plus me faire découvrir sur les réseaux, que ce soit ici ou à l'extérieur. Donc c'est ce genre de travail que nous faisons aussi. Il y a aussi la proximité avec ma communauté, c'est-à-dire les gens qui m'écoutent. Il ne faut pas que je sois juste derrière les écrans, il faut que je les rencontre, que je les vois, que j'ai beaucoup d'affinité avec eux, ce qui fera aussi que ma musique sera beaucoup plus entendue et grandira encore plus. Et je grandirai aussi avec la communauté. Ghislaine, on va découvrir un deuxième clip. Un deuxième clip. D'accord. Histoire de rentrer davantage dans l'univers. En tout cas, elle impressionne. Lui impressionne beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Christelle de nous offrir ce clip. Ne m'appelle plus jamais. Je sais que là c'est dur, c'est aussi de ma faute, mais c'est pour le mieux, tu sais. Je suis épuisée, j'ai des scènes, je ne dors pas la nuit. Je comprends que tu me fais mal. C'est la 5e fois que je te reprends, c'est la 4e fois que nous rechutons, c'est la 3e, 2e chance que je te donne. Et que ce soit la dernière fois, ce cercle vicieux me monte aux voix, c'est la énième et la dernière fois, oust. Il manque à jamais, mais toi, je ne le vois pas. Il manque à jamais, mais toi, je ne le vois pas. Mêlez-moi forcer, mêlez-moi forcer, mêlez-moi forcer. À ma famille, on te donne. Mêlez-moi forcer, mêlez-moi forcer, mêlez-moi forcer. À ma famille, on te donne. Aïe, je comptais les minutes. Quand vas-tu le comprendre? J'ai compris que c'est mort. Je t'ai trop aimé, tu sais. Je suis épuisée, j'ai des scènes, je ne dors pas la nuit. Je comprends que tu me fais mal. C'est la 5e fois que je te reprends, c'est la 4e. Le titre Djorodo, à qui s'adresse Djorodo comme chanson? Alors, Djorodo s'adresse à toutes les relations toxiques. C'est-à-dire que, parce que je disais, c'est la 5e fois que je te reprends, c'est la 4e fois que nous rejetons. C'est-à-dire que on replonge, on revient, on replonge, on revient. Donc, à la longue, ça devient épuisant et toxique. Soit on continue, soit on arrête. Soit on arrête, c'est ça. Genre, si tu ne me veux pas, laisse pas tomber, forcé. quoi. Voilà, oui, c'est ça. Donc, C'est quoi? Vous avez été déçu? Ça aussi, c'est du vécu. J'ai constaté que lui s'exprime très bien en français, en tout cas. Très bien en français. Oh, merci beaucoup. Ah ben, quel est le niveau scolaire déjà de Lulu? Si ça, au moins, on peut savoir. Licence D'accord. en art plastique. En art plastique. Oui. Artiste complète, artiste aujourd'hui et demain. On vous souhaite plein de succès, Merci, d'accord? merci Et beaucoup. revenez-nous quand vous voulez. Et Merci. surtout, on vous souhaite un très beau concert le samedi prochain. Merci, c'est Ghislaine? un plaisir. On y sera. On y sera. De toute façon, Richard Flash nous attend là-bas. Ah, ben, d'accord. un plaisir de vous voir. On a nos invitations déjà, c'est sûr? Oui, on a tout. Allez, d'accord. Merci à vous, Ghislaine Bamidele Adimi. Merci Alain et merci à tout le Bénin. C'est bon, merci beaucoup. Allez, mesdames, messieurs, on va donc quitter le plateau musical pour nous replonger dans l'information comme tout au début, mais cette fois-ci avec les journaux parus dans notre pays. Ça va être avec Marcela Rossi. Voici le tapis que nous lui dressons. Revue de presse. Quels sont les sujets abordés aujourd'hui par les journaux en République du Bénin? Marcela Rossi, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous. La presse ce matin parle de pouvoir et de mobilisation. Elle parle de dérive numérique et de réinsertion. Elle parle aussi d'ambition internationale et de discipline économique. À la une de Fraternité, on peut lire ces figures qui feront la pluie et le beau temps du scrutin du 12 avril 2026. Elles pèseront sur la balance démocratique, elles orienteront le thermomètre de la
participation. Fraternité observe une majorité de soutien aligné derrière Romuald Wadagni, tandis que les appuis à Paul Humpé paraissent, dit-il, presque inexistants. Mais au-dessus des stratégies, un défi commun, mobiliser, faire sortir, faire voter. Fraternité met en scène, au sommet donc de la pyramide, l'ombre tutélaire du président sortant, Patrice Talon. Le journal rappelle son engagement dans le comité stratégique de campagne de son dauphin. Il insiste sur son expérience, ses campagnes aux côtés de Boni Yayi, sa connaissance du terrain, du maillage électoral, des arcanes du pouvoir. Puis, Fraternité va élargir le cercle. Il met en lumière Joseph Diogbe-Noum, président de l'Assemblée nationale et patron de l'Union progressiste Le Renouveau, stratège institutionnel, homme des lois et des équilibres. À ses côtés, Abdoulaye Biotchane, président du Bloc républicain, ancien candidat à la magistrature suprême, technocrate aguerri, rompu aux joutes électorales. Fraternité dessine ainsi une architecture de force structurée, territorialisé. Dans la Takora, il érige Barthélémy Kassa en incontournable. Dans la Liborie, il présente Issa Salifou comme un mobilisateur stratégique, etc. Le reste à découvrir dans la parution du jour pour Fraternité. Matin Libre interroge cette fois-ci le paradoxe des Gaimen. Changement de ton. Pourquoi la cybercriminalité résiste-t-elle au glaive de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET? Le journal revient sur l'interpellation de 56 présumés cybercriminels par le Centre national d'investigation numérique. Il parle d'un nouveau coup d'éclat, mais aussitôt il doute, il analyse et il va creuser. Malgré les peines fermes, les amendes lourdes, les confiscations, les rangs se régénéraient. De Parakou à Comé, écrit-il, le phénomène mute. Matin Libre évoque l'appât du gain, le mimétisme social, la fascination du luxe rapide. Il décrit les réseaux qui s'adaptent, qui décentralisent, qui se numérisent davantage, filtrant avec les crypto-monnaies et les prêts non. Mais surtout, le journal change de focale. Il appelle à une reconquête des talent plutôt. Il suggère que derrière chaque Gaiman se cache une compétence numérique mal orientée. Il parle de gâchis. Il évoque le coût social de l'incarcération massive des 18 à 30 ans. Enfin, décryptage, Info tourne son regard vers l'international. Cap sur l'axe Afrique-Chine. Le média met en lumière l'entrepreneur Abel Ago et démonte les clichés d'un commerce facile. Il explique que derrière les conteneurs et les chiffres d'affaires se cachent méthode, immersion culturelle et discipline financière. Le journal insiste, la langue est un levier stratégique, la culture un pont commercial. Il appelle aussi à un soutien accru à la diaspora béninoise, ces éclaireurs économiques capables d'ouvrir des marchés et de sécuriser les circuits d'importation. Ainsi va la presse ce matin. Merci à vous, mon cher Marcel Akhossi. On se retrouve demain, par la grâce de Dieu. Avec le même plaisir. Allez, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre émission Bonjour le Bénin. Ce fut un plaisir d'avoir été à votre compagnie. On se retrouve demain et toujours restez fidèles au programme de Bénin TV. Le meilleur, c'est ici.